Bonsoir à vous, je suis ravie de vous retrouver ce soir pour cette série de webinaires que nous vous avons prévus pendant tout cet été, où vous avez déjà pu voir la semaine dernière sur la vitamine D avec le professeur Castronovo. Ce soir, nous retrouvons le professeur Castronovo pour nous proposer un webinaire sur les oméga 3 et leur rôle si important pour la santé de nos cellules et de nos mitochondries. Vous allez le voir, il vous présentera, il vous expliquera de manière scientifique à quel point les oméga 3 sont importants. Vous allez ensuite voir un petit documentaire pendant le webinaire qui sera en anglais. Je vous invite donc à mettre dans vos paramètres la traduction sur YouTube et vous pourrez donc regarder ça avec beaucoup plus de facilité pour ceux qui ne parlent pas anglais. Je vous souhaite une très belle soirée. N'hésitez pas à commenter si cela vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne. La semaine prochaine, nous nous retrouvons avec le microbiote, un sujet qui est fascinant, vous le verrez. Et donc, je vous retrouve à la fin. Je vous souhaite une très belle soirée. Profitez bien et à tout à l'heure. Simplement pour vous rappeler que la médecine est vraiment au centre de la santé et de la vie, puisque si vous arrêtez cette mitochondrie, la vie cesse immédiatement. Il y a certaines expériences tristes qui l'ont fait. Par exemple, quand vous prenez du cyanure, vous savez que les espions avaient dans la dent du cyanure, il suffisait de croquer et ils mouraient instantanément, ce qui éventuellement leur évitait d'être torturés et de confier leurs secrets. Donc finalement, on voit que tout le système, bien sûr la production d'énergie, mais également le fonctionnement au niveau neuromédiateur, puisque nous verrons ça plus tard, les mitochondries contribuent au fonctionnement spécifique de certains tissus, notamment au niveau hormonal, au niveau neuromédiateur, au niveau musculaire. Chaque fois, la mitochondrie va développer une activité. Au niveau du foie, par exemple, la mitochondrie contribue au cycle de l'urée en transformant l'ammoniac en urée grâce à ce cycle fondamental pour notre équilibre au niveau de la balance azotique. Et donc, on voit ici qu'elle communique avec le noyau de la cellule et finalement intervient dans le contrôle immunitaire du rythme circadien. Elle est en communication constante, et ça on l'avait vu lorsqu'on a présenté les mitomicros avec le microbiote intestinal, et elle joue un rôle fondamental pour le fonctionnement du système nerveux central. Je vous parle des oméga 3 par rapport à une de leurs propriétés extrêmement importante qui est de jouer un rôle fondamental dans la fluidité des membranes. Aujourd'hui, on va beaucoup parler de fluidité membranaire, ce qui ne sous-estime pas, bien sûr, le rôle des acides gras oméga 3 allongés dans le contrôle de l'inflammation, mais c'est comment dire, un domaine que nous n'allons pas aborder aujourd'hui. Nous parlons de la fluidité. En fait, la cellule eucaryote, mais également prokaryote, a pu se développer dans sa singularité de composition cytosolique grâce à la construction d'une membrane étanche qui permet d'isoler le contenu intracellulaire du contenu extracellulaire. Cette membrane est constituée, comme on va le voir, de phospholipides. C'est une membrane, et comme vous le voyez sur cette animation, qui bouge tout le temps. La vie, c'est le mouvement, et ce mouvement se retrouve à tous les niveaux d'échelle de la vie, et donc au niveau même ultrastructural, au niveau picométrique. Alors, une petite animation qui vous montre les caractéristiques de cette membrane. Ici, on parle de la membrane plasmique, mais ça se, comment dire, copie-paste, donc c'est du copier-coller avec toutes les membranes dont je vous parlais, notamment la membrane mitochondriale. Donc, vous devriez entendre. Between the living machinery of the inner cell and the harsh conditions of the outside world stands the cell's plasma membrane. As crucial as this barrier is, it's surprisingly flexible. Push it and watch it move. Poke hard enough and it might break and begin to regroup. The lipid molecules of the membrane naturally assemble in a double layer because their tails repel water as their heads attract it. Throw in some cholesterol and a few carbohydrates, and you have the basic structure of a plasma membrane. Within these lipid molecules, we also find different proteins which do various things for the cell. For instance,
They receive signals from the world outside, or they transport nutrients and waste. So nature composes the membrane with a combination or mosaic of different lipids, carbohydrates, and proteins. And these molecules are not stationary. They constantly move within the structure, fluidly changing their positions. The survival of all life rests on this veil of material. A supple membrane, just 2 molecules thick. Donc je vous répète la dernière phrase de ce narrateur. La vie de tout être vivant repose sur cette structure qui ne mesure que quelques nanomètres et qui est faite de 2 couches de phospholipides. Alors, vous voyez, en fait, cette membrane elle est tout le temps en mouvement et ce mouvement est essentiel pour la performance des protéines qui doivent assurer le transfert d'informations et de molécules d'un compartiment à l'autre. Alors, voilà le matériel de construction, la brique de cette membrane, le phospholipide. Ce phospholipide est constitué, comme vous voyez, d'une molécule de glycérol, CH2H, CHOH, CH2OH, okay, qui va être liée à 2 acides gras qui vont en faire les pâtes, qui sont des chaînes hydrogénocarbonées hydrophobes, c'est-à-dire qu'elles ne tolèrent aucun contact avec l'eau. Et on a alors la tête hydrophile qui est faite par la liaison d'un phosphate au 3e carbone du glycérol et qui va être équipée avec une autre molécule organique augmentant le pôle hydrophile. Donc finalement, on se retrouve avec une molécule qui est schématisée avec une tête hydrophile et 2 queues hydrophobes. Et lorsque ces molécules sont immergées dans l'eau, spontanément, elles vont s'associer en bicouche phospholipidique parce que les têtes vont aller du côté de l'eau parce qu'elles peuvent gérer l'eau et les queues vont se mettre ensemble, tête bêche, pour former la structure de base de la bicouche phospholipidique. On voit ici qu'il y a plusieurs, en vérité, catégories de phospholipides. On en dénomme au moins 4 en fonction de la nature du groupement organique qui est lié au phosphate qui se lie sur le 3e carbone du glycérol. Ça peut être la choline pour avoir du phosphatidylcholine, de la sérine pour le phosphatidylsérine, de l'éthanolamine ou de l'inositol. Voilà. Faites attention à votre gorge pour vous capter, ou sinon, coupez votre micro. Alors, donc, la membrane plasmique, mais également toutes les membranes, parce qu'on voit ici un dessin qui montre la compartimentalisation. Il y a des milliers de kilomètres carrés de membranes bicouche-phospholipidiques dans notre organisme. Hein. Rien que la membrane des neurones, je ne parle pas de la glie, des neurones du cortex vont recouvrir une surface de 25 000 mètres carrés. Donc vous imaginez le nombre de mètres carrés, de millions de mètres carrés que représente un organisme fait de 100 000 milliards de cellules. Cette membrane, elle est essentielle à la vie. C'est la frontière entre l'intérieur et l'extérieur. Elle contrôle les échanges et elle va être fondamentale pour les cellules eucaryotes au niveau de la compartimentalisation, permettant à certains organismes de faire un travail unique qui dépend de composition spécifique de cette membrane. Et on voit ici, par exemple, que cette membrane, par sa perméabilité sélective, va permettre de maintenir une composition unique au niveau cytosolique par rapport à l'extérieur, mais également que les membranes des organismes membranés qu'on trouve dans la cellule eucaryote vont également assurer cela. Okay. Par contre, cette perméabilité sélective va limiter les échanges. Seules les petites molécules qui sont non chargées sont capables de traverser de part et d'autre la bicouche phospholipidique. Lorsqu'elles sont chargées comme des ions sodium, potassium, magnésium, chlore, ou lorsqu'elles sont trop grosses, eh bien, elles ne peuvent pas traverser la bicouche phospholipidique. Et donc, étant donné que la vie, c'est le mouvement, mais également les échanges, cette membrane a dû s'équiper de structures permettant de communiquer. D'abord, une communication
par exemple par des récepteurs qui vont reconnaître d'un côté un signal, ce qui va entraîner par modification structurale la protéine au niveau intracellulaire enclenchant une signalisation. Par exemple, le récepteur à l'insuline. L'insuline est une grosse protéine qui va entraîner l'autophosphorylation, pardon, des récepteurs à la partie interne du récepteur. On a également la sécrétion, mais également le transport. Okay. Et accessoirement, les cellules ayant besoin d'être attachées à une matrice, on a également des récepteurs d'ancrage à la matrice extracellulaire. Ce qui est le plus, je dirais, périlleux est l'échange de molécules entre l'intérieur et l'extérieur de la cellule. Et pour ça, il y a tout un arsenal de transporteurs, des unipores, des canaux qui s'ouvrent, qui se ferment et qui vont bouger dans la membrane, comme vous allez voir à l'occasion des petits films que je vais montrer. Et donc aussi, on voit par exemple ces transporteurs qui assurent l'acheminement des monomères, nucléotides, monosaccharides, acides aminés, mais également des ions au niveau du cytosol, mais également au niveau des organites. Par exemple, le lysosome, comme vous savez, est un petit estomac intracellulaire qui fonctionne à pH 5, un peu comme l'estomac, et donc il y aura une pompe à protons qui va acidifier le lysosome pour permettre aux enzymes hydrolytiques lysosomiales de fonctionner. Ce qui nous intéresse particulièrement, c'est la mitochondrie, dont je vais vous parler dans un moment. Et on voit que cette mitochondrie doit pouvoir faire entrer le pyruvate et faire sortir l'ATP de manière efficace. Alors, la fluidité membranaire joue un rôle fondamental. Elle dépend au niveau chimique du pourcentage en cholestérol et du pourcentage de la nature des acides gras insaturés qui composent les phospholipides. Ces acides gras, comme vous le savez, je ne vais pas rentrer dans les détails bien sûr, se ventilent en plusieurs catégories. Tout d'abord, les acides gras saturés, c'est-à-dire que chaque atome de carbone engage une liaison covalente avec les 4 électrons de son orbitale la plus externe. Les monoinsaturés, qui comme le nom l'indique, va avoir une double liaison. Et puis les polyinsaturés, qui peuvent en avoir 2, 3, 4, 5. Et on distingue essentiellement, et les plus prépondérantes et impactantes sont de 2 familles, les oméga 3 et les oméga 6. Donc ce sont des familles avec plusieurs membres qui vont différencier par leur longueur, d'une part, et par le nombre de doubles liaisons. Les oméga 3, la première double liaison se situe au troisième carbone à partir du carbone oméga, c'est-à-dire le dernier, le premier étant l'alpha. Les oméga 6, la première double liaison va se mettre au niveau du carbone 6. Ici, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ça, on a un monoinsaturé, une double liaison. C'est un oméga 9, okay, et c'est l'acide oléique. Okay. Alors, notez d'emblée que cette double liaison en position 6, c'est-à-dire que les deux hydrogènes sont du même côté, crée une angulation. Cette angulation va avoir un impact majeur sur la fluidité membranaire. Pourquoi? Si vous regardez ici en bas avec les petits bâtonnets jaunes, vous voyez que quand les acides gras sont saturés, ils sont tout à fait linéaires. Et la force de cohésion, qui est en fait la traduction des liaisons de Van der Waals, va être liée à la distance optimale entre les atomes qui n'ont pas de charge. Okay. Il y a une distance optimale. Si on est trop proche, il y a une répulsion. Si on est trop loin, on perd la liaison. Okay. Donc, à partir du moment où on est trop loin, on n'a plus de cohésion. Et donc, pour vous comprenez bien, imaginez une foule où tout le monde est compressé l'un contre l'autre. C'est impossible de traverser. Alors que si tout le monde prend son espace, écarte les bras et les jambes, eh bien, si vous devez traverser la foule, ce sera plus facile. Donc, le fait d'être linéaire va augmenter la cohésion, la viscosité, la rigidité de la membrane. Le fait d'avoir une double liaison 6 crée un espace, et là, vous voyez qu'on va perdre la cohésion et on va augmenter en fluidité. Okay. On voit ici la liaison 6 avec cette angulation qui crée donc cet espace qui réduit les forces d'attraction de Van der Waals et donc augmente la cohésion.
vous voyez la différence entre un acide gras insaturé ou insaturé qui lui est linéaire. Quand vous avez un acide gras trans, eh bien, les deux hydrogènes se trouvent de part et d'autre et la structure de l'acide gras ressemble à la structure d'un acide gras saturé. Donc, c'est pour ça, entre autres, que les acides gras trans sont particulièrement toxiques. Alors, le cholestérol intéresse les membranes des cellules eucaryotes, pas des cellules prokaryotes. Et ce cholestérol, en fait, il va jouer un rôle extrêmement ambivalent parce que à concentration optimale, il va écarter les acides gras et augmenter la fluidité. Donc, avoir suffisamment de cholestérol est essentiel pour avoir une fluidité optimale. Et regardez, on voit que l'acide docosahexaénoïque dont je vais vous parler tout à l'heure, qui est un oméga 3 allongé essentiel pour la fluidité membranaire, eh bien, il a plus ou moins la même dimension et le même effet que le cholestérol. La fluidité membranaire conditionne le fonctionnement des cellules, particulièrement des neurones. Vous ne serez pas étonné dès lors que la concentration en acide docosahexaénique oméga 3, 22 atomes de carbone, 6 doubles liaisons, et en cholestérol, c'est dans le cerveau qu'on va la trouver. Okay. Il faut absolument avoir du cholestérol pour avoir un cerveau qui est performant. Donc, la statinophilie, c'est pour conifier les gens, pour les rendre plus cons. Alors, vous voyez ici une membrane dont les phospholipides sont habillés d'acides gras polyinsaturés, c'est une membrane fluide. Et ici, une membrane dont les phospholipides sont habillés d'acides gras soit saturés, soit trans, c'est-à-dire linéaires. Et là, on a une membrane visqueuse qui ne va pas bien bouger, qui ne va pas assurer un transport optimal, et notamment un fonctionnement optimal des pompes, notamment NAK-TPA. Je vous le dis, l'acide docosahexaénoïque. Alors, je comprends que c'est difficile à prononcer, que certains ont du mal, mais ce n'est pas pour ça que ce n'est pas important. Hein. Pour cela, on peut dire DHA, quoi. Hein, donc, l'acide docosahexaénoïque, c'est une forme allongée, 22 atomes de carbone, 6 doubles liaisons. Okay. Elle est d'une importance capitale c'est l'acide gras de luxe pour avoir des membranes fluides. Vous devez savoir, par exemple, que le taux d'acide docosahexaénique chez les élans d'Alaska va être multiplié par 3 près des sabots en hiver et redevient normal au printemps. Ce qui permet aux pattes de l'élan de ne pas congeler lorsque le sol est à moins 40. Okay. Donc, on va fluidité. Fluidité égale vie. Alors, ceci pour vous montrer que quand on parle d'un membrane plasmique, ce n'est qu'un élément. Vous voyez ici, on a enlevé la membrane pour vous montrer la multiplicité des membranes à l'intérieur de la cellule qui ont la même structure et la même importance et pour laquelle la fluidité joue un rôle fondamental. Ce qui est assez fondamental à bien comprendre, c'est que la fluidité membranaire est directement liée à votre alimentation, et à votre métabolisme. Okay. Donc, vous êtes responsable. À partir du moment où cette membrane, fluidité membranaire, conditionne le fonctionnement de vos cellules, vous êtes responsable et ceux qui vous nourrissent et ceux que vous nourrissez sont responsables du fonctionnement de vos cellules, donc de votre santé. La concentration en acide docosahexaénoïque est la plus élevée au niveau du système nerveux central, je vous l'ai dit, notamment au niveau des synapses, au niveau des neurones de la rétine, les cônes, les bâtonnets, au niveau de la mitochondrie, au niveau des spermatozoïdes. Car là, la fluidité joue un rôle extrêmement important lors de la rencontre du spermatozoïde avec l'ovule tant désiré. Il faut qu'il y ait une intimité dans la fusion qui demande une fluidité optimale. Et donc, vous ne serez pas étonné de comprendre que la fluidité membranaire joue un rôle fondamental pour la production d'énergie. Je pense que vous vous rappelez que la mitochondrie est en fait une bactérie ancestrale qui a été endocytée il y a 1,350 milliard d'années sans qu'il y ait de digestion de phagocytose.
a été phagocytée sans digérer. Et en fait, la structure de la membrane, de la mitochondrie, est le témoin de cet événement, puisque maintenant, la membrane interne, qui est la membrane originaire de la mitochondrie, a la même composition, ok, et la membrane externe a la même composition que la membrane plasmique. Une caractéristique de la membrane interne, c'est qu'il n'y a pas de cholestérol. Et c'est certainement pour cela que pour compenser l'absence de cholestérol, elle va augmenter de manière significative le pourcentage d'acide docosahexaénique pour avoir cette fluidité optimale, compensant le manque de cholestérol. Il y a également un autre phospholipide spécifique de la membrane interne de la mitochondrie qu'on a initialement découvert dans le cœur, qu'on appelait la cardiolipine, un lipide qui contribue à l'imperméabilité sélective, mais également à la construction des crêtes mitochondriales, qui sont les endroits où vont se faire la phosphorylation oxydative et donc la production d'ATP. Donc, la membrane interne de la mitochondrie est particulièrement riche en acide oméga 3, l'acide eicosapéténique essentiellement, et docosahexaénique. Donc, ces acides gras sont pas essentiels parce qu'ils peuvent être produits à partir de leur précurseur essentiel, l'acide alpha-linolénique. Vous voyez ici 18 atomes de carbone, 3 doubles liaisons. Okay. Le pentanoïque, c'est 20 atomes de carbone, 5 doubles liaisons. Okay. Et puis, on va rajouter 2 atomes de carbone par des élongades et redésaturer pour avoir 6 doubles liaisons, ce qui nous donne un acide gras extrêmement fluidifiant pour les membranes. Okay. Alors, le problème, c'est que le passage de l'acide alpha-linoléique en acide eicosapéténoïque est souvent peu efficace parce que l'enzyme qui est le facteur limitant, la delta-6 désaturase, est extrêmement sensible et fonctionne le plus souvent pas, notamment dans les conditions d'âge extrême chez le jeune enfant, chez la personne au-dessus de 75 ans, même si 75 ans, ce n'est pas un âge extrême. Et ça devient de moins en moins extrême, plus on s'y rapproche évidemment. OK, et néanmoins, donc, ça ne fonctionne pas quand on est hyperinsulinique, quand on est stressé, quand on est hyperthyroïdien, quand on a trop d'acide gras trans, quand on est stressé, etc., etc. Donc, c'est pour ça que la consommation des formes allongées est indispensable, sinon les mitochondries en seront dépourvues. Et donc, vous voyez qu'il y a des études assez récentes qui montre qu'il y a une relation entre la fluidité membranaire et l'efficience de la mitochondrie. Et que ceci dépend notamment de la prise d'oméga 3 et qu'on peut augmenter la production d'ATP, même de 2 fois ici, hein, en augmentant les oméga 3. Donc on va avoir il y a un petit bruit parasite. Donc voilà, donc cet ATP joue un rôle important. Et alors, c'est étonnant parce que c'est pas d'aujourd'hui. Vous voyez, en 1979, il y a 55 ans, un article que j'ai retrouvé montrait que finalement, la fluidité membranaire avait un effet extrêmement déterminant sur l'activation des enzymes associées aux membranes qui produisent de l'énergie, c'est-à-dire la membrane interne de la mitochondrie, qui est la membrane par excellence où l'énergie, c'est-à-dire l'ATP, est produite. Alors, je vais vous montrer quelques petits films. Malheureusement, on a testé avant, la bande son ne passe pas. Et simplement, ici, donc je vais narrer. Oups. Donc, simplement, on voit la mitochondrie, elle bouge tout le temps, le long des microtubules. Vous voyez? Il y a des mouvements continuels des membranes. Vous voyez, les phospholipides, ça bouge tout le temps, c'est essentiel. Mettez-vous ça, pour l'instant, ça se fait dans vos cellules, dans vos neurones, dans vos cônes, vos bâtonnets, dans vos synapses. Et donc, ce mouvement, elle est essentiel, on va voir au niveau de la membrane. Ça, c'est le protéasome. Voilà la membrane interne de la mitochondrie. Avec l'ATP synthase qu'on va voir sur l'autre film. Regardez, c'est un seul lipide qui bouge tout le temps. S'ils sont coincés, ils ne bougent pas, il n'y a plus de mouvement, il n'y a plus de production d'ATP.
que les molécules vont bouger, elles bougent tout le temps. Si elles sont empêchées parce qu'elles sont embourbées dans quelque chose de solide, ça ne fera pas. L'autre petit film, vous n'entendrez pas la musique, mais vous entendrez le commentaire en anglais. Mais voyez ce mouvement qui dépend de la fluidité membranaire. Ça se passe dans vos cellules pour le moment, parce que vous êtes en vie. Aussi, le deuxième petit film, qui est basé sur l'ATP synthase. Donc là, une jolie musique, vous n'entendez pas. On voit la membrane cellulaire avec ses protéines transmembranaires, le cytosquelette. Ce que vous voyez ici, c'est les filaments d'actine qui se construisent, les microtubules auxquels sont arrimés les mitochondries. On voit le noyau ici, le Golgi, et on va aller voir la mitochondrie. It's been called one of the wonders of the molecular world, an amazing nanoscale machine. ATP synthase is a high-tech micromolecular power generator inside the cells of your body. It generates adenosine triphosphate, or ATP, an energy molecule that provides fuel that every one of your cells needs to function. Without this fuel, your cells will cease operation, and so will you. ATP synthase works like a rotary engine. The barrel-shaped rotator is composed of 10 to 15 protein parts called subunits. The rotator spins around, transmitting mechanical energy into the drive shaft of the machine, which helps make ATP. This drive shaft has a specially placed bump that opens and closes parts as the drive shaft spins around. This bump opens special protein subunits on the bottom of the machine. When the bottom subunits open, a spent energy molecule called adenosine diphosphate, or ADP, enters the machine. The mechanical motion causes the ADP to bind with an additional phosphate group, creating the ATP energy molecule. And the ATP drifts off into the cell, ready to power some biomechanical reaction. The ATP synthase machine has many parts we recognize from human-designed technology. A rotor, a stator, a drive shaft, and other basic components of a rotary engine. The ATP synthase is one of thousands of elegantly designed molecular machines inside your cells that make your life and all known life possible. ATP synthase. An example of intelligent design. Le fonctionnement donc, de cette remarquable machine qu'est la TP synthase, et j'espère que vous êtes impressionnés parce que c'est vraiment comme ça. La reconstruction image a été faite sur une base d'imagerie en microscopie électronique avec toute une série d'artifices permettant de voir les mouvements. Donc c'est ce qui est important de savoir. C'est compliqué, mais le basique, c'est que si la membrane n'est pas fixe, ça ne fonctionne pas. Vous pouvez avoir toute la meilleure machine que vous voulez. Si vous avez un super moteur, mais que le système qui fait tourner les roues est coincé, ça ne marche pas, vous devez tirer dans le pas. C'est un peu ce qui se passe. Et voici une étude que j'ai retrouvée remarquable. Est-ce que tu n'as pas par fatigué, Jean-Michel Weber, en fait, qui concerne la migration des oiseaux. Pourquoi tu penses à quoi? Vous devez savoir que les oiseaux, vous allez voir d'ailleurs, font des performances physiques incroyables, puisque des petits passereaux, là, ici, sont capables de voler en 3 jours sans arrêt 4500 km. Okay? Et c'est ce que cette étude explique ici. Et en fait,
le Picasso semi-palmé que vous voyez ici, hein, avec son Superman. En fait, avant de migrer, il va aller manger du phytoplancton, des petites crevettes, et doubler son poids. Et vous allez voir que cela va augmenter sa performance musculaire de 25%. Donc, on voit ici ce petit oiseau, il va manger ces petites crevettes qui contiennent quasi pour 50% de l'EPA, 31% et 14% de DHA. OK. Et puis, vous avez également le Docosa panthénique qui est là. Et ceci va lui permettre de voler 4500 km en 3 jours non-stop. Imaginez la performance, hein. Bien sûr, il va s'arranger également pour prendre les bons vents, hein. Il ne va pas aller contre le vent. Mais n'empêche que 4500 km, il faut le faire. OK. Ce qu'on a vu, c'est que ces oméga 3, en fait, ils vont avoir plusieurs effets, notamment, ils vont rendre la membrane plus fine, ils vont augmenter la perméabilité, favoriser l'entrée des carburants, ok? Et ils vont activer des enzymes clés, notamment via les récepteurs lipipars, hein, qui sont récepteurs aux acides gras, qui vont en fait activer la lipogénèse et favoriser la combustion du gras, qui est beaucoup plus énergétique, c'est-à-dire que par gramme d'acide gras, vous avez 2 fois plus d'ATP que par gramme de carbohydrates, ok. Et c'est plus léger que des carbohydrates au niveau de densité. Et donc, on a les mécanismes moléculaires. La mitochondrie est capable de produire beaucoup plus d'ATP en protégeant la mitochondrie du stress oxydant, puisqu'elle produit plus d'ATP, moins de radicaux libres. Donc, le mécanisme est connu. Qu'en est-il chez l'humain? Eh bien, on a vu que ces oméga 3 vont modifier la composition, altérer en anglais, ça veut dire modifier, hein. Ça ne veut pas dire rendre mauvais, hein. Donc, vont modifier la composition de la membrane mitochondriale et améliorer la respiration du muscle squelettique. Donc, on pourrait s'entendre alors, si vous augmentez la respiration, avoir un effet sur la sensibilité à l'insuline, et c'est ce qu'on va voir ici. Alors, ce qui est intéressant également, cet article montre que l'acide docosahexaénique, qui est un acide gras fragile, hein, qui va s'oxyder facilement, et bien de manière un peu paradoxale, mais compréhensible, quand vous donnez des oméga 3 allongés, vous réduisez le stress oxydant parce que vous augmentez la performance mitochondriale. Et donc, si vous lisez ici, hein, l'acide docosahexaénique ou DHA améliore les fonctions mitochondriales et stimule la biogénèse. Okay. Donc, ça, c'est déjà pas mal. Mais également une activité antioxydante qu'elle va augmenter les fonctions mitochondriales. Et cette étude apporte de la lumière sur le mécanisme moléculaire qui montre que la docosahexaénique va améliorer la résistance et retirer les symptômes de maladies chroniques. Okay. Et voici une étude également qui montre que les oméga 3, en régulant la fluidité membranaire et en augmentant la performance mitochondriale, vont en fait avoir un impact favorable sur la résistance à l'insuline en augmentant la sensibilité, et que ces acides gras devraient être utilisés pour traiter les patients qui souffrent de syndrome métabolique et de diabète de type 2, et même de type 1 d'ailleurs. Et puis, une étude ici montre que les oméga 3 influencent la composition des membranes mitochondriales internes et qu'en supplémentant en oméga 3, eh bien, on va améliorer la santé cardiovasculaire, mais également la performance du muscle pour les sportifs et les autres aussi, bien sûr. Donc voilà, donc je pense que pour moi, ce n'est pas du luxe de tester le taux d'oméga 3, le profil acide gras des patients. Dans le mitochondrie, on va étudier la proportion, notamment en déterminant l'indice oméga 3, la proportion d'acide gras allongé oméga 3, c'est-à-dire le PADHA. Et c'est un bon élément qui va vous encourager à éventuellement prescrire du mitomec 3 qui, dans ces conditions-là, va augmenter les performances énergétiques de vos mitochondries. Moi, je suggère 2 à 3 gélules par jour avec des aliments gras, évidemment. Donc, toujours interroger le patient par rapport à la qualité de ses matières fécales, si elles sont collantes ou pas.
s'ils digèrent bien le gras ou pas, pour optimiser la biodisponibilité, parce que prendre des gélules pour les envoyer dans la cuvette du WC, c'est pas vraiment efficace. Donc souvent, c'est une des raisons de l'inefficacité où les gens ne voient pas d'amélioration. Donc, euh, bien évalué, je vous remercie et je vous souhaite une longue vie. J'espère que ce webinaire vous a plu. Comme vous le savez, vous pouvez retrouver sur le site Pimo nos produits. Vous avez les oméga 3 dont on a parlé ce soir si vous voulez les retrouver. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce bleu et à laisser vos commentaires. On a hâte de vous retrouver déjà la semaine prochaine et je vous dis une très belle soirée et à bientôt.